Voilà, de retour de la pub et dans cette émission, notre invité à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche est Isiaka Sangaré, le président de Démocratie et Valeurs et par ailleurs ex-secrétaire général du Front populaire ivoirien, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Avec lui, nous parlons du soutien de ce courant politique à l'endroit du président Alassane Ouattara, candidat à la présidentielle ivoirienne de 2025. Alors, président, qu'est-ce qui vous a le plus convaincu dans la politique sociale du président Ouattara? Ah oui, la politique sociale du président Ouattara, il faut dire déjà qu'il y a eu la mise en avant de la couverture maladie universelle. La prise en compte aussi des ménages les plus défavorisés. C'est vrai que ce n'est pas tous les ménages, mais il y en a quelques-uns quand même. On assiste aussi à la cherté de la vie. Oui, la cherté de la vie, c'est un autre élément sur lequel les acteurs politiques en charge de ces différentes questions-là vous donneront des réponses en temps opportun. Parce qu'en réalité, il faudra une confrontation du bilan du président Ouattara avec les différents programmes des candidats qui seront retenus suite donc au processus électoral à ce niveau-là. Donc la cherté de la vie, mais je crois que sur ça, il y a aussi eu des retours. Bien. Mais je pense que par respect des formes, il serait indiqué que des questions telles que celle-là puissent être abordées avec un ensemble d'éléments pour préciser les axes par les acteurs à l'occasion de la campagne. Et c'est pourquoi nous souhaitons plutôt que cette campagne-là se déroule avec la connaissance des programmes des différents candidats. Nous sommes à 2 mois et la plupart des candidats aujourd'hui, à part même le parti au pouvoir qui présente même une sorte de PND 2026-2030, qui pourrait être sa projection. Hormis cela, il y a très peu d'éléments là-dessus. Donc en temps opportun, ces questions vont se faire, il y aura des débats contradictoires. Nous serons prêts en ce moment, si telle est la volonté du partenaire, à aborder ces questions-là dans la profondeur. Bien, Arsène Anoma. Allant toujours dans le sens de votre soutien à la candidature du président Ouattara, j'aimerais savoir, lorsque vous faites un bilan de sa mandature passée, pour vous, quelle est sa plus belle réussite et quel est, je peux dire, son échec le plus patent de sa mandature passée? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, à l'issue de la déclaration de candidature du président Ouattara, le président Affi a fait une déclaration dans laquelle il s'opposait pratiquement comme l'oiseau rare que recherche l'opposition pour porter une candidature unique. Est-ce que vous pensez que le président Affi peut être celui-là même qui peut amener l'opposition à gagner l'élection au soir du 25 octobre 2025? Et je termine sur une dernière question. Il y a eu quelques jours des événements malheureux à Yopougon. Vous, en tant que leader politique, quelle lecture vous faites de ces événements-là? Alors, les réalisations du président Ouattara, c'est déjà l'affichage. L'affichage de la Côte d'Ivoire qui devient une destination qui est prisée par l'ensemble de la communauté. Vous voyez même les accords de siège. Le dernier en date, c'est l'OMS qui veut venir s'installer ici. Il y a eu la quête du président Talon, président donc du Bénin, pour que l'OMS soit plutôt au Bénin. C'est-à-dire qu'il y a une volonté. Nous avons intégré les différentes cultures et chacun se retrouve en Côte d'Ivoire en mettant en évidence les spécificités de chez lui. Donc il y a déjà cet affichage. Ça fait bien longtemps qu'on a ça en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la volonté de Ouattara. Oui, non, mais je suis... Les cultures qui sont acceptées, je veux dire. Ouais, non, oui, ça c'est un peu hospitalier. Voilà. Mais quand je parle de culture, je parle principalement du fait que beaucoup d'acteurs économiques s'installent aujourd'hui en Côte d'Ivoire et se retrouvent dans cette dynamique-là. Parce qu'aujourd'hui, qui que vous soyez, quand vous arrivez, il y a un environnement que le vôtre. Si je veux aller dans des restaurants russes, il y a des restaurants russes, des restaurants américains, des restaurants chinois. Donc il y avait déjà certainement cette approche, mais l'affichage international est important. Le développement des axes en termes d'infrastructure est tout aussi important. Il y a eu des recherches et il y a eu aussi des découvertes importantes dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'or, donc dans le domaine minier. Il y a aussi cette vocation sociale. Donc il y a autant d'éléments qu'on pourrait décrypter à l'occasion d'un échange. Mais je le dis clairement, on a quand même ces éléments-là qui sont à prendre en ligne de compte. Et on a une évolution de du produit intérieur brut. Ça a été constant ces dernières années-ci. Le budget de fonctionnement de l'État est passé principalement à plus de 15 000 milliards. Il y a des pays avec lesquels on était pratiquement au même niveau, qui sont aujourd'hui à 7 000 milliards. Je ne vais pas en citer, mais les éléments sont là. Mais on est quand même à 15 000 milliards. D'aucuns dénoncent une croissance, mais sans redistribution des richesses. Mais dans le processus de la croissance, il faut à un certain moment acquérir d'abord la richesse. Jusqu'à quand? On est en phase d'acquisition de la richesse. Non, parce que l'exploitation du pétrole, c'est déjà un élément.
Il a été clairement dit que le pétrole va commencer à être exploité à partir de 2027-2028. J'estime que ça va avoir un retour relativement aux différentes... la vie devient de plus en plus chère et compliquée. Ah non, mais non, attention. Quand bien même on dit qu'on a 10% ou 12% au niveau des CPP, des contrats de partage de production, mais ce n'est pas rien. Je suis désolé. Oui, ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas rien pour un pays comme la Côte d'Ivoire. On était déjà à 30 000 barils par jour, mais on avait quand même un certain gain. Des boîtes telles que celles qui sont dans le domaine du pétrole ont fortement soutenu l'action de développement du pays. Les financements ne sont pas les nôtres, donc c'est beaucoup plus des gens qu'on enrichit que le pays. Oh, en fait, non, si vous prenez... c'est pourquoi je vous réponds. Si vous prenez ça comme ça, à la limite, mais vous savez que pour faire de l'exploration, c'est de gros fonds. Tout à fait. Et donc, forcément, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il y a des domaines dans lesquels il faut même des joint ventures pour pouvoir développer. La Côte d'Ivoire n'a pas ces capacités. Tout ce qu'on achète aujourd'hui, c'est quand même en devises étrangères. Il faut aussi prendre cela en compte, même dans la question de l'endettement. Donc il faut acquérir, pas forcément, voilà, il faut acquérir d'abord la richesse. Non, il faut acquérir la richesse et développer après des politiques sociales. C'est même pourquoi il est important que nous soyons dans une dynamique consensuelle, une dynamique de paix. Parce que dans tous les cas de figure, toute action qui entraînerait une forme de déstabilisation au niveau de la République. La question, c'est maintenant l'échec. Voilà, maintenant l'échec de l'autre côté. La gouvernance sous la gouvernance Ouattara. Bon, l'échec dans la gouvernance. Ouattara. Je pense que dans tous les cas de figure, il faut redimensionner la question de la cherté de la vie. Il faut davantage mettre en évidence pour vous, ça? C'est un échec? Non, je dis il faut continuer. Si vous voulez forcément parler d'échec, pour moi, il faut améliorer. En fait. Oui, il faut améliorer. Pour moi, ce n'est pas un échec statique. Non, ce n'est pas un échec statistique. Il y a des choses à améliorer. Bien, mais quel est l'échec selon vous? C'est ça, durant ces 14 ans. Est-ce qu'il y a un échec de la gouvernance passée? Vous avez raisonné des points positifs. Moi, je vous sors un ensemble d'éléments qu'il faut améliorer. Maintenant, chacun en principe. Ça veut dire que vous êtes dans l'amélioration, mais pas dans les échecs statiques. L'échec, ça veut dire qu'on n'a pas réussi du tout et on ne peut pas réussir. Non, mais... Non, c'est ça. Mais ça, moi, je peux vous aider sur le coup. Mais libre à vous. La corruption, elle est endémique en Côte d'Ivoire. Et moi, personnellement, j'attends le président Ouattara sur cette lutte-là. D'accord. Ça, c'est un échec. Alors, en ce moment... Au niveau de logement. Non, le président Ouattara va intervenir. Pour la gouvernance. Mais sur la question de la gouvernance, 1400 milliards de pertes. Mais est-ce que... Oui, on parle de 1000 et quelques milliards de pertes. 400 milliards. Qui serait même l'équivalent de ce qu'on achète à l'extérieur. Le dixième de notre budget. Voilà, c'est une réalité. Mais est-ce que des actions ne sont pas menées? C'est pourquoi je dis, moi, je n'ai pas d'éléments au niveau de la mise en œuvre de ces... Il faut déjà, on acte qu'il y a un échec là. Non, moi, je ne suis pas pour la question d'échec. Oui, mais je vous comprends. Voilà, je suis pour qu'on mette en œuvre... Non, il faut mettre en œuvre des dynamiques. Non, ce n'est pas une affaire de soutien. Il faut mettre en œuvre des dynamiques pour améliorer ces différents secteurs. C'est ce que je dis. Mais l'échec, ça veut dire qu'on a totalement levé la main, on a totalement échoué, on ne peut plus avancer. Quand c'est une œuvre d'humain, on a échoué, mais on peut améliorer. C'est ça, il faut bien constater qu'on a échoué. Merci Valentin Zabi. Prochain point de sa question sur Pascal Affi-N'Guessan. Oui, je ne répondrai pas. Je crois que vous avez bien compris que, pour moi, en tant que citoyen ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, il n'a pas la compétence pour diriger un pays tel que la Côte d'Ivoire avec le niveau de développement qu'on a atteint. Ça n'engage que moi. J'appartiens à une culture qui est une culture anglo-saxonne. Je travaille avec une vision, avec des objectifs, avec un plan d'exécution. Ça, je le dis en respectant. Ça veut dire que, pour vous paraphraser le chef de cabinet du président, son excellent Koul Saïd, qui a dit que la Côte d'Ivoire ne peut pas être confiée à des apprentis présidents. Ça engage que lui. Moi, j'ai dit ce que je pense. Bien. Et son dernier point, c'est sur Yopougon, les récentes violences dans la commune la semaine dernière. Alors, je crois que sur ces questions-là, il est important que tout le monde comprenne que la dynamique de paix et de cohésion, c'est pourquoi on en parle tout le temps. Parce que les gens ne voient pas la portée de ces éléments-là. Et la meilleure pour la Côte d'Ivoire, la meilleure même dans le développement de la vie de chacun d'entre nous. Et donc, il faut condamner ce genre d'actes. On condamne fermement. Et je crois que le procureur de la République a mis en œuvre les diligences relativement à ce genre de questions. Nous ne sommes pas un État barbare, nous sommes un État de droit. Il y a des environnements dans lesquels on peut s'exprimer, on le fait. Il y a certaines personnes qui disent que c'est un montage, tout ce que le procureur a dit. Bon, de toute façon, vous savez, ce pays, à un moment donné, je crois qu'il y a une culture qu'il faut revoir. Il y a une culture qu'il faut revoir. Les gens prennent plaisir en fonction de leurs ressentiments personnels, en fonction de leur position, pour dire des choses. Mais ce qui est sûr, l'État ne gagne rien à poser ce genre d'actes. C'est un État qui a quand même démontré sa capacité à gérer la question de la sécurité. Bien. Donc, il ne va pas lui poser un acte aussi banal. Prochaine question, Gaël Lacroix. Président, est-ce que vous avez encore, à ce niveau, à ce stade-là, la main tendue vers le président Affi? Première question.
Deuxième question, je veux avoir votre point de vue sur comment se porte l'opposition aujourd'hui. On sait que l'opposition, il y a CAP-CI, d'où fait partie le FPI, qui est votre parti d'origine. Et puis, il y a le front commun entre le PPACI et le PDCI, qui lui-même est dans CAP-CI. Et puis, il y a les autres. Quel est votre regard sur cette opposition-là? Alors, moi, déjà, je n'ai pas de main tendue. Mon souhait, c'est que la rupture nous appartenions à une dynamique qui fasse avancer la Côte d'Ivoire, qui mette en évidence ses projets de développement, qui mette en évidence la cohésion et qui renforce les capacités de notre jeunesse, les capacités des hommes d'affaires devant les défis internationaux. C'est des grands groupes qui viennent. Il est important qu'on développe ici une certaine capacité, une certaine résilience économique. Ça, c'est important. Et donc, je crois que je l'ai dit clairement, je suis d'une culture anglo-saxonne. Je sais que piloter dans ce genre d'environnement n'est pas très évident. Il faut des gens qui ont l'expérience, sans aller vers ce que vous avez dit, des gens qui ont l'expérience. Maintenant, la réalité, c'est que l'opposition est aujourd'hui en souffrance par rapport à la quête d'unité, en souffrance par rapport aux questions intestines liées au leadership et à la gouvernance interne. Aussi les trahisons. Que vous alimentez aussi, M. Sangaré, non? Avec les trahisons. Que vous alimentez aussi, M. Sangaré, quand même. Qu'est-ce qu'on alimente? Oui, toutes ces divisions intestines. Vous faites partie de l'opposition aussi. Quand vous parlez du président Afi, je me dis bien, qu'est-ce qui les sépare? Moi, je suis désolé. Quand la question la plus essentielle paraît être la quête de leadership, quand la question la plus essentielle, c'est que chacun a envie de se positionner. Mais évidemment, on est en but à ce genre de situation. C'est vieux comme le monde. Oui, c'est clair. Mais c'est quoi je dis? On est en but à cela. Maintenant, c'est notre capacité à surmonter cela qui va démontrer notre volonté managériale et notre capacité de leadership. Donc, la réalité, il y a toutes ces questions-là aujourd'hui. Vous pensez que l'opposition peut être prête dans 2 mois? Pour moi, non. Dans tous les cas de figure, il y a une opposition, peut-être, qui a une vocation radicale, et puis nous réclamons de cette opposition républicaine. Voilà. Une opposition républicaine. Non, nous réclamons d'une opposition républicaine. Je n'ai pas dit que quelqu'un a une approche radicale. Oui, non, c'est quoi modéré, mais républicaine. Sans être opposé au pouvoir. Non, elle est républicaine. Dès lors que nous pensons qu'il y a des actions positives menées par le pouvoir, mais pourquoi on devrait chaque fois, parce qu'on est opposant, on ne s'oppose pas pour s'opposer. On s'oppose pour trouver des solutions, je dirais. Sauf que là, vous allez battre campagne pour le RHDP. Vous allez battre campagne. Mais battre campagne en quoi c'était un problème? Je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes opposé à vos amis opposants. Opposés à nos amis, mais nos amis opposants sont opposés entre eux. Je suis désolé. Ça veut dire que le jour où on va mettre en œuvre une quête, c'est quoi? Il faut une charte de l'opposition. Étant entendu que l'opposition, dans tous les cas, ce n'est pas une situation dans laquelle on devrait perdurer. Parce que être dans l'opposition, ça veut dire qu'on s'apprête à prendre le pouvoir. Donc on ne va pas mettre en œuvre des règles et tout. Si nous savons à un moment donné que la dynamique n'est pas la meilleure, ce qui nous privilégie notre action aujourd'hui, c'est de dire, bon, dans cette dynamique-là, nous apportons notre soutien à déjà une action qui gagne. L'État passe avant les individualités des partis politiques. C'est cela, les grandes nations, ils veillent. C'est d'abord l'État. Nous sommes que dans une approche partisane à un moment donné. Pourquoi je me soustrais à une dynamique de développement? Pourquoi je me soustrais à une volonté d'apporter des solutions à l'ensemble de la population? Simplement parce que je suis arrimé et agrippé à un parti politique qui lui-même n'a pas la capacité dans l'immédiat. Notre action au niveau du courant CDB, c'est d'abord une action stratégique. On avait souhaité renforcer les axes de notre parti. Vous voyez bien que tous ces cadres qui sont dans les conseils municipaux et régionaux, ils acquièrent de l'expérience, ils sont visibles. Nous n'avons que 2 députés. Ce partenariat aurait pu nous aider. Donc c'est d'abord une question stratégique. Le PDCI et le PPACI sont ensemble, quand bien même ils sont d'idéologies divergentes, mais parce que les uns et les autres ont un intérêt. Avec ça, ils en sortiront avec des groupes parlementaires. Pourquoi nous, on n'aurait pas pu avoir saisi cette opportunité? Parce que la politique se nourrit d'opportunités. Pourquoi on n'a pas mis cela en œuvre? On aurait pu avoir, nous aussi, un groupe parlementaire. C'est en cela que nous disions que c'est une approche qui était bonne pour nous. Et rien d'autre. C'était pour engager le groupe dans une dynamique. Bien. Alors, est-ce que vous espérez une place en cas de victoire du président Ouattara dans la prochaine gouvernance du pays? Par exemple. Mais vous savez, toutes les actions concourent à la mise en œuvre d'un ensemble d'axes. Et ces axes-là renforcent l'État dans sa dynamique
renforce l'État dans sa capacité opérationnelle. S'il s'avère que des compétences venant de chez nous, d'ailleurs, sans être du RHDP, peuvent apporter, et que le président, en son temps, estime que nous pouvons servir, évidemment, pourquoi on se défilerait? Pourquoi on se défilerait? Parce que la finalité, ce n'est pas une affaire de poste, c'est qu'est-ce que je peux apporter à mon pays, comment je mets moi-même à contribution ma compétence personnelle, ce que les gens ne voient pas souvent. Et malheureusement, les gens ne voient que des questions de poste, comment je vais me retrouver avec la nouvelle... voilà, non. Nous voyons notre capacité à éprouver une nouvelle gouvernance, parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes confrontés à des mutations dans notre pays. On ne s'en rend pas compte. Nos vis-à-vis aujourd'hui sont des gens qui viennent de pays puissants, avec une certaine culture, avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de capacités. Donc si notre jeunesse n'est pas formée, si notre jeunesse reste dans l'aéropage de certaines possibilités, elle va être seulement agrippée et arrimée à la fonction publique. Il faut développer l'entrepreneuriat. C'est qui nos vis-à-vis? Vous dites? C'est qui nos vis-à-vis? Vous parlez de nos vis-à-vis qui sont... C'est qui? Nos vis-à-vis? Oui, vous venez de dire ça à l'instant. Par rapport à nos jeunes, non, c'est qui nos vis-à-vis? Non, j'ai dit nos jeunes. Et nos vis-à-vis, aujourd'hui, je regarde, ce sont les compétences qui viennent dans le pays. Et ça me paraît important. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des défis nouveaux. On pense que c'est une gouvernance seulement, mais il y a des défis nouveaux. Il y a de nouvelles capacités. La technologie avance à un rythme qu'on ne peut pas imaginer. Il y a un potentiel nouveau qui vient. Donc, il faut des personnes aguerries qui comprennent qu'il y a des mutations et qui adoptent une nouvelle culture dans cette dynamique-là. C'est ce que nous disons. Chercher des compétences par rapport à leurs capacités. Mais pas s'en tenir simplement au fait que, bon, je viens. C'est pourquoi je ris souvent quand les gens disent, bon, les gens vont au restaurant ou je ne sais quoi. Mais c'est dépassé, ça. On est dans des défis réels aujourd'hui. Merci, Président. Oui, je l'avais oublié, mais finalement, vous me poussez à la poser cette question. Je vous ramène encore d'un mot sur le partenariat RH-FPI. Est-ce qu'on peut rester sur la question? On n'a plus assez de temps autour de la candidature du président Ouattara. D'accord, mais bon, non, mais c'était juste parce que tout à l'heure, M. Sangaré a dit, dans ce partenariat, il espérait aussi avoir des groupes parlementaires. À la base, ce n'était pas ça l'objectif. C'était faire la promotion de la réconciliation nationale, la démocratie et puis la cohésion sociale. Donc, est-ce que vous ne mélangez pas les choses? Non, nous, on ne mélange pas, non. J'ai été acteur de ce partenariat. Hein. J'ai assisté à toutes les réunions. Je dis simplement, si vous lisez bien, dans le propos liminaire, j'ai toujours dit que nous souhaitons le renforcement du partenariat. Le renforcement du partenariat, parce qu'à l'origine, il a été dit que ça n'avait pas un volet électoral. Ah, d'accord, vous voulez qu'on... Oui, ça n'avait pas un volet électoral. Oui, ça n'avait pas un volet électoral, et c'est même ce qui était un peu antinomique. Quand Fingessa en dit, bon, ça n'a pas un volet électoral, mais je vais en sortir parce que j'ai perdu les élections. Vous voyez que ça n'a pas trop de sens. Donc nous disons aujourd'hui, pour être sincères, nous sommes des acteurs politiques. Oui, nous voulons saisir des opportunités. Oui, le PPACI aujourd'hui et le PDCI sont ensemble pour espérer avoir le maximum de sièges. Donc nous, on ne peut pas s'isoler quand on est à un niveau où nos capacités opérationnelles sont amoindries. Bien. Arsène Anoma. On n'a plus assez de temps. Ah d'accord. Arsène Anoma, le président Ouattara a déclaré sa candidature il y a quelques jours. Il y a certains qui disent qu'il n'aurait pas dû la faire parce que sa candidature n'est pas opportune. Avec du recul, malgré votre soutien que vous lui avez apporté hier, est-ce que vous pensez effectivement que sa candidature n'est pas source de division, n'est pas clivante? Est-ce qu'il aurait dû, comme il a fait, déclarer sa candidature ou se retirer, comme le réclament certains Ivoiriens? Et puis, j'ai une deuxième question qui est d'ordre social général. Il y a les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, par exemple, qui ont réclamé il y a un moment passé qu'on leur attribue des primes, comme certains autres fonctionnaires qui en ont déjà. Considérons qu'après l'élection du président Ouattara le 25 octobre, et vous vous êtes appelé au gouvernement comme je vous le souhaite, est-ce que vous soutiendrez ces fonctionnaires-là qui demandent à ce qu'on leur octroie cette prime-là? Alors, le président Ouattara, il est libre dès lors que les conditions légales le lui permettent, donc c'est des questions objectives, et dès lors qu'il a la volonté de le faire, il est libre d'être candidat. Après les interprétations, il y en a qui ne veulent pas que le président Ouattara soit candidat parce que c'est peut-être un candidat qui a une longueur d'avance. Sincèrement, ça, je le dis, ça dit chacun apprécie qui a une longueur d'avance avec toutes ses réalisations. Donc, le fait que certains disent qu'il ne devrait pas être candidat, c'est leur liberté d'appréciation. C'est pourquoi moi, je m'en tiens aux faits. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une réalité, il a une vision, il a proclamé clairement à l'horizon 2030.
donc nous permet donc d'être parmi les économies à un certain niveau. C'est sa vision. Maintenant, fort de cela, il est libre, il a mis en œuvre sa dynamique. Voilà. Bien. Maintenant, l'autre question, c'était... Sur la prime que réclamaient les fonctionnaires. Ah bon, vous savez, les fonctionnaires ont vu leur situation évoluer pour beaucoup. Aujourd'hui, on a pratiquement même l'équivalent d'un 13e mois. Je dis l'équivalent. Oui. Donc, il y a des choses qui ont avancé. Ils ont eu une augmentation salariale importante. La question des primes, c'est vrai. Il y avait des primes principalement dans les régies financières. Mais les choses sont en train de se mettre en place progressivement. Après cela, ça dépend des disponibilités de l'État, ça dépend de la volonté de celui qui pilote, ça dépend des arguments qui sont mis en œuvre. Mais bon, ça, il appartiendra à ceux qui vont piloter le secteur d'en parler. Mais je sais que le dialogue politique, le dialogue social plutôt, est bien engagé au niveau du gouvernement avec les travailleurs. Bien, Gaël Lacroix. Vous avez dit à l'entame, Président, vous avez dit à l'entame de vos propos que vous attendiez la décision du président de la République, en même temps président du RHDP. Et dès qu'il a annoncé officiellement sa candidature, vous vous êtes empressé de faire votre conférence de presse pour témoigner de votre soutien. Est-ce que cela peut nous emmener à penser que si jamais le président Ouattara n'avait pas donné une position favorable à son parti et que son parti avait désigné quelqu'un d'autre, est-ce que vous aurez soutenu cette personne-là? Alors, il faut dire que... Premièrement, bon, et puis deuxièmement, au sein du FPI, d'où vous venez, est-ce que vous ne pensez pas que ce soutien direct du RHDP à cette présidentielle-là ne décourage pas un peu certains de vos militants qui puissent, par exemple, vous lâcher pour basculer ailleurs? Lâcher le courant ou lâcher le FPI? Non, les camarades de son courant. Voilà, vous, votre courant, ceux qui sont avec vous dans le courant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Peut-être parce que... non, j'ai dit dans ma déclaration que les instances se sont prononcées. Se sont réunis. Mais tous ceux qui se retrouvent partagent les mêmes valeurs que nous. D'accord. Donc, c'est les valeurs démocratiques. Donc, il n'y a aucun risque. Démocratie et valeurs. Il n'y a aucun risque de dire. On a fait une réunion au Palm Club avant de faire la déclaration. Nous sommes attachés à ces questions. Okay. Voilà. Maintenant, le RHDP, c'est vrai, a été la machine qui a porté l'action au sein de la gouvernance. Mais c'est un acteur principal qui est maître de la déclinaison de cette stratégie-là. Et comme on dit, une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre le peuple et une personne et une personnalité dans le cas spécifique. Donc c'est vrai qu'il est plus aisé pour nous de soutenir dès lors que c'est le président Ouattara, parce que nous sommes tous conscients de ce qu'il a fait. Nous, notre soutien n'est pas un soutien de complaisance. Il est assis sur un ensemble d'éléments que j'ai essayé de vous démontrer dans des cadres où il y aura des échanges, on pourrait aller davantage sur ces différentes questions. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été plutôt un soulagement de savoir que le président Ouattara était candidat. Si c'était quelqu'un d'autre, le partenariat engageait le FPI et le RHDP, nous y sommes restés attachés, quand bien le président Afingué s'en est détaché, nous personnellement, on aurait soutenu, mais nous sommes davantage heureux de savoir que c'est le président Ouattara, parce que nous avons confiance aux diligences qu'il mettra en œuvre. Nous croyons en sa gouvernance. Et nous savons qu'il a une équipe resserrée, qui a quand même un certain nombre de capacités, compte tenu du leadership qu'il met en œuvre. Voilà ce que je voulais dire. Après le retrait du président, est-ce que tout se passe bien? Tout se passe bien. Gaël Lacroix, c'est malheureusement terminé. Président, merci. C'est l'heure du carton rouge. Alors, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Arsène Anoma. Mon carton rouge, c'est à l'encontre de certains dirigeants politiques et sociaux qui, à la suite des événements malheureux qui se sont passés à Yopougon, au lieu de condamner ces événements-là et vraiment demander à ce que ce genre de choses ne se reproduisent pas, qui sont plutôt dans des thèses complotistes, dans des thèses négationnistes, en arguant, en avançant que cela pourrait être un montage du gouvernement pour essayer d'empêcher l'opposition de s'exprimer. Et moi, je condamne cela. Je pense qu'il faut être assez patriote, il faut être assez conscient lorsque ce genre de tragédie-là arrive dans un pays et avoir la hauteur d'esprit, la responsabilité politique et sociale pour condamner cela sans calcul politicien et sans volonté de récupération politique aucune.
Et Gaël Lakba, carton rouge. Carton rouge, je vais dire stop à la violence de tout bord, quel que soit d'où elle vient, que ce soit de l'opposition, de la société civile et même du pouvoir. Stop à la violence. La Côte d'Ivoire vient de très loin. 2010, on se souvient de ce qui s'est passé ici. Beaucoup de personnes ont été en exil. Aujourd'hui, le pays est remis sur les rails. Le président Sangaré le disait, tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les Ivoiriens n'ont plus besoin d'entendre de coups de feu et de ce genre d'action pour traumatiser les populations. Les élections, c'est au nom de la démocratie. On doit tous aller aux élections. Et puis, bon, que le meilleur l'emporte. Mais on ne veut plus entendre ce genre de choses dans notre pays. Donc, stop encore à la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique. Valentin Zawi, carton rouge. Oui, carton rouge. Nous sommes censés être en démocratie depuis 1990, donc depuis 35 ans. Et le charme de la démocratie, c'est que nous assumions nos différences. Carton rouge à toutes ces personnes qui veulent brûler les autres parce qu'elles ne pensent pas forcément comme elles. Il faut qu'on arrête ça. En démocratie, on n'est pas obligé de penser les mêmes choses, on a le droit de s'exprimer. Comme dirait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je suis prêt à mourir pour que tu t'exprimes. Merci. Président, carton rouge. Alors, carton rouge à ceux qui ne mettent pas en évidence ce que j'appellerais la fierté nationale, qui consiste pour un État à faire en sorte que, quelles que soient les situations qui peuvent se présenter en interne, l'on ne jette pas l'opprobre sur son pays, mais que l'on contribue à chercher des solutions fondamentalement pour avancer dans une certaine dynamique. Bien. C'est l'heure maintenant du chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 9. La marche projetée par le Front commun PPACI, PDC, RDA pour le samedi 9 août prochain a été officiellement autorisée par les autorités ivoiriennes, a annoncé Dia Oufoué, cadre du PDC RDA, dans une vidéo diffusée ce jour. Et elle est plutôt délocalisée à Yopougon, précisément de Saguidiba à la place Figayo. Réaction là-dessus, Arsène Anoma. Moi, d'abord, pour moi, l'itinéraire, bon, sur cette décision-là, je suis d'accord et ça me réconforte. J'ai toujours dit que la Côte d'Ivoire, c'est une démocratie, c'est un pays de droit. Et moi, j'ai toujours fait confiance à la gouvernance du président Ouattara qui apporte des solutions aux Ivoiriens, qui permet aux Ivoiriens de vivre dans la sécurité depuis qu'il est là. Donc, pour moi, je suis heureux que cette marche-là soit autorisée et l'opposition a acquiescé dans le même sens que le préfet. L'itinéraire a été changé. Comme tu l'as dit, c'est désormais Saguidiba, Figayo. L'opposition a accepté cette marche-là, ce jour-là. Ce que je souhaite, c'est que l'opposition soit beaucoup plus consciente, beaucoup plus patriote et que cette marche-là se déroule dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas de volonté quelconque de profiter de cette marche dite pacifique pour en faire une marche insurrectionnelle. Parce que si on veut prendre le pouvoir, la voie la plus idoine et la plus recommandée, c'est d'aller à l'élection présidentielle du 25 octobre et non d'avoir des plans B insurrectionnels au lieu d'avoir des plans B électoraux. Bien, Gaël Lakba. Alors, autoriser déjà cette marche, c'est une bonne chose parce que nous le soutenons toujours, nous sommes en démocratie. La marche, c'est constitutionnellement reconnu. Donc, moi, je l'ai dit, hein, les organisateurs de cette marche, relativement au premier itinéraire de Makori au plateau, ce n'était pas du tout réaliste. Voilà, je pense qu'ils savaient. Et le préfet aussi, il a bien joué son rôle. Ce qu'il devait faire, effectivement, ce n'était pas d'interdire carrément, mais de relocaliser. Et c'est ce que finalement a été fait. C'est quelque chose que nous saluons. Et en même temps aussi, il faut rappeler que le PDCI avait pu marcher à Cocody. Et tout s'était bien passé. Donc cette fois-ci encore, du moment où l'opposition, toutes ces organisations, tous ces partis à l'organisation de ce meeting-là sont au courant, je pense qu'aujourd'hui, le grand défi qui les guette, c'est la réussite de cet événement-là, surtout au plan sécuritaire. C'est vrai que les forces de police seront là pour encadrer, mais eux-mêmes, en leur propre sein, ils devront vraiment faire beaucoup d'efforts pour que tout se passe bien et puis on pourra tous saluer cela au nom de la démocratie. C'est ce qu'on veut pour notre pays. Bien, Valentin Zawi, réaction? Oui, nous sommes en 2025, il faut qu'on arrête de se faire peur. Nous sommes en démocratie. L'article 20 de notre Constitution, celle du 8 novembre 2016, dispose que la marche pacifique est une expression démocratique. Donc c'est une bonne nouvelle que les autorités aient autorisé cette marche de l'opposition. Après, c'est leur responsabilité. Donc il faut juste espérer que
les organisateurs de cette marche-là prennent toutes les dispositions pour que tout se passe bien. C'est notre démocratie qui gagne. Donc vraiment, c'est un appel qu'on doit lancer à tout le monde. Il faut qu'on accepte les différences. Il faut que les uns et les autres puissent s'exprimer sans pour autant ils soient perçus comme des jaloux, comme des haineux, comme on l'attend parfois. Merci. Bien. Président, que vous inspire cette décision c'est la des prédominance autorités de la démocratie à travers le dialogue concerté. Et c'est la survivance donc de l'état de droit. Comme on a dit, nous sommes dans un état de droit et chacun s'y conforme. Et la réalité, c'est que quand on adopte une démarche qui sied, on a le retour, je dirais donc dans les échanges. Donc nous souhaitons que tout se déroule mieux, que chacun comprenne ses responsabilités et que nous sortions des schémas qui pourraient attenter à ce que j'appelle la légitimité démocratique. C'est donc dire qu'on a des institutions qui ont été élues et que les cadres permis par la Constitution sont là et ils s'expriment, et que le dialogue politique, même si c'est une initiative importante, le dialogue politique n'est pas une action contraignante pour le gouvernement et le dialogue politique ne devrait pas nous éloigner du cadre des institutions. Les élus sont là, ils ont leur pouvoir et leurs prérogatives. On ne va pas créer parallèlement des cadres pour entrer dans un jeu de compromission. Bien. Merci à vous, M. Sangaré, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi, Valentin Zawi, Arsène Anoma et Gaël Lakba. Fin de cette émission. Rendez-vous demain, même heure, pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.